Bienvenue sur New York TV. Aujourd'hui, ce soir, une soirée spéciale présidentielle 2020. Nous vous proposons un regard croisé sur le travail des missions d'observation qui a eu lieu lors de ce scrutin. Nous allons voir et analyser ensemble avec mes invités sur leurs conclusions, leurs recommandations. Alors pour discuter de tout ça sur le plateau avec moi, tout d'abord Monsieur Latifou Seigneur Kegboro, membre du CENI, le Conseil électoral international indépendant, électoral national indépendant, Monsieur Magloire Kwakouvi, coordinateur au Conseil épiscopal Justice et Paix, qui n'a pas reçu d'accréditation pour déployer ses observateurs. Nous avons Monsieur Michel Kodom, membre de la mission d'observation M Afrique. Et enfin, Ghislain Nouakou, directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité au Togo, le CACIT. Alors pour nos téléspectateurs qui sont partout présents à travers le monde, je vous propose déjà tout de suite notre premier sujet qui parle du travail et qui montre le travail des membres des missions de l'observation sur le terrain. Sur l'ensemble du territoire, des observateurs de l'Union africaine, de l'Union européenne, des observateurs internationaux, mais aussi nationaux, se sont déployés. Pour IPA, le déroulement des élections est satisfaisant. On remarque que dans les bureaux, par exemple ici, vous avez dans certains bureaux 3 délégués, vous en avez tout au plus 4, très rarement, et vous avez même 2, vous voyez. Et on constate aussi que les délégués qui sont dans les bureaux de vote après le dépouillement qui semble transparent, puisqu'il n'y a pas de contestation majeure, il n'y a pas des observations majeures de la part des délégués que nous avons entendus. Maintenant dans les rapports, on ne sait pas ce qui va se passer, mais du point de vue de remarques des délégués eux-mêmes là, ils semblent exprimer que le dépouillement est passé de la manière la plus régulière. Le travail des observateurs doivent permettre de porter une réflexion sur le code électoral en évaluant les réalités du terrain. Et pour construire un climat de paix, les réseaux comme OneUp sont essentiels comme lanceurs d'alerte, mais aussi comme porteurs de solutions. Pour eux, le travail de collecte, d'analyse et de décision continue. À mi-chemin, quelle analyse peuvent-ils apporter? OneUp Togo a déployé 150 observateurs de la violence électorale qui ont sillonné environ 640 bureaux de vote. De notre côté, avec la salle de coordination que nous avons mise en place, qui nous permet d'alerter et d'activer la réponse, nous avons environ une trentaine de cas que nous avons gérés et dont au moins 60%, 70% ont été réglés. Et nous allons continuer en tout cas notre travail aussi de suivi pour que d'ici là, le Togo puisse quand même continuer son processus de développement et de démocratie dans la paix et dans la non-violence. Nous sommes avant tout citoyens de ce pays et dans notre rôle d'engagement, je dirais citoyen, il est clair que nous avons une contribution à jouer. Les acteurs étatiques, certainement, font une partie du travail. Les organisations internationales, oui, font également une partie, mais nous, des acteurs de la société civile au niveau local, forcément, nous devons jouer notre partition, qui est celle-là d'apporter une solution, d'apporter des réponses au regard de nos compétences, de notre expertise. Et nous sommes dans l'édification de la paix et dans l'analyse, dans la proposition de solutions et des fois même dans la mise en œuvre de certaines solutions, parce que oui, parfois, nous avons la capacité de pouvoir résoudre certains problèmes. Le travail des observateurs n'est pas encore terminé. Ils doivent rester proactifs face à des crises éventuelles. Alors, monsieur Kodom, vous avez été sur le terrain, vous avez déployé des observateurs. Vous, quelle a été votre expérience sur le terrain? Merci Madame Sylvie. D'abord, je tenais à vous remercier pour cette émission
M-Afrique, notre organisation, a déployé 150 observateurs dans 10 villes. Donc au départ, lorsque nous avons formulé la demande à la CENI, il était question donc de mentionner les zones d'intervention. Donc nous avons sillonné pour la région maritime 2 préfectures, à savoir Vougan, Azaou, pour la région des plateaux, Amou et Ploto, pour la région centrale, Blita, Sotobois, pour la région de la Kara et Kanté, et pour la région des savanes, Oti et Saint-Cancé. Donc globalement, ce que nous avons observé peut se résumer à 3 niveaux. Premièrement, les élections sont déroulées dans de très bonnes conditions, il y avait un climat d'apaisement. Deuxièmement, au cours donc du dépouillement du vote, on s'est rendu compte que le dépouillement était public, c'est-à-dire on a donné accès, la possibilité aux électeurs qui étaient présents, qui étaient curieux de voir ce qui se passe. Et troisièmement, les procès-verbaux, effectivement, ont été affichés pour la plupart des cas sur... C'était important pour vous? C'est très important pour nous parce qu'aujourd'hui, les procès-verbaux, tout le monde parle de ça. Si ça a été affiché, c'est que les gens peuvent consulter à 23h, à minuit, à 2h du matin, tranquillement. Et c'est très important que ces procès-verbaux soient collés parce que ceux qui n'étaient pas là ne peuvent pas savoir ce qui s'est passé. Mais si les procès-verbaux sont collés, ils peuvent venir vérifier. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, vous, Monsieur Magloire Kwakoubi, vous n'avez pas reçu d'accréditation. Pourquoi pensez-vous que vous n'avez pas reçu d'accréditation? Il paraît que nos sources de financement sont occultes et que nous avons des positions partisanes. C'est les 2 chefs d'accusation. Et votre puissance d'observation n'était pas aussi un frein, selon vous? Non, pas du tout, puisqu'il y a des églises partout. Il y a 7 diocèses, il y a 7 commissions au Conseil justice et fait, etc. Donc, nous avions pensé que c'eût été bon que des paroissiens observent également, comme ça s'est fait. J'ai été observateur au Burundi, j'ai vu des Boy Scouts, des CVAV. Bon, c'est la société civile. Monsieur Kekbero, pourquoi ne pas donner la possibilité à une organisation comme celle de Monsieur Magloire, donner la possibilité d'observer, parce qu'ils avaient une véritable puissance d'observation à travers tout le pays. Est-ce que c'est pas finalement contre-productif? Merci Madame Sylvie. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous remercier au nom du président de la CENI pour l'opportunité de cet échange que je souhaite fructueux afin d'éclairer nos compatriotes qui nous suivent en ce moment. Revenant à la question posée, vous savez, pour donner des accréditations, il y a des critères qui sont édictés, rendus publics. Au nombre de ces critères, on peut pointer du doigt les questions de neutralité, d'impartialité, des sources de financement, entre autres. Et donc, c'est à la lumière de ces critères qui, je précise, ne sont pas une spécificité togolaise et qui n'ont pas été établis a priori pour écarter d'éventuels postulants à l'accréditation. C'est sur cette base que l'organisation du professeur Magloire n'a pu être accréditée. Et il a si bien dit lui-même. Et donc je crois que pour ma part, ça n'appelle pas un commentaire particulier. Okay. Monsieur Ghislain Niaco, dès novembre, en tout cas en novembre 2019, vous avez pris position et vous avez appelé au consensus, un consensus plus large pour ces présidentielles 2020. Est-ce que votre appel était nécessaire et finalement montre qu'en effet, il fallait un consensus plus large? Oui, nous pensons que d'abord, nous tenons comme les autres sur le plateau à vous remercier pour l'opportunité de ces échanges. Et effectivement, nous appelons, nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises et comme vous l'avez dit en novembre encore, et même après, nous avons encore appelé les acteurs à revoir le schéma politique, à travailler sur le climat politique, donc pour que nous ayons des élections non seulement apaisées, mais aussi transparentes, crédibles, équitables et tout ce qui va avec dans un contexte de démocratie
bien consolidée. Donc nous pensions que c'était utile au regard du passé du pays. Et actuellement, nous pouvons nous dire que le constat qui est fait post-élection nous donne un peu raison parce qu'il y a des contestations par-ci, par-là, il y a des manifestations qui ont commencé par être réprimées. Et donc, nous pensons que s'il y avait eu en amont ce travail qui devait être fait entre les acteurs pour s'assurer que le jeu, à la fin, sera accepté et partagé par tous, si ce travail a été fait de manière convenable, aujourd'hui, nous pensons que personne ne se mettrait à contester les élections de manière assez profonde pour qu'une crise ou bien une nouvelle crise naisse encore dans le pays. Alors, les missions d'observation ont rendu leurs conclusions de manière assez positive. Ça ne suscite pas d'interrogation. Est-ce que les missions d'observation, dans leurs conclusions, restent polies? Qui veut réagir sur ça? Je peux réagir, oui. Si vous permettez. Pour moi, le problème togolais, je pense qu'il doit être traité à un niveau beaucoup plus intellectuel et honnêtement. Et normalement, les observateurs sont là, mais les premiers observateurs des candidats, ce sont leurs délégués. Ce sont les délégués qui sont les premiers observateurs des candidats. Vous ne pouvez pas prétendre être candidat aux élections présidentielles et ne même pas avoir des candidats dans les bureaux de vote à Lomé. Qui va venir observer les élections pour vous si vous-même vous n'êtes pas en mesure d'assurer la crédibilité des résultats qui vous seront donc envoyés au niveau de vos différents états-majors pour la compilation. Vous comprenez? Donc pour nous qui avons eu donc l'opportunité d'avoir l'accréditation et d'aller sur le terrain, nous sommes permis, ou du moins nous avons défini des règles pour que les observateurs ne prennent pas parti envers un candidat pendant la campagne électorale et au cours donc de l'élection présidentielle pour ne pas porter des tenues qui porteraient donc à confusion. Pour nous, ça a été des hommes qui ont été formés pour que justement ce que, par exemple, notre organisation donc, va fournir soit des résultats plus ou moins crédibles. Donc ce que nous avons à notre niveau, on peut dire que c'est ce qui a été effectivement constaté sur le terrain. Et pour nous, ce que nous détenons à notre niveau dans les 10 villes où nous avons eu l'accréditation d'observer les élections, on peut dire à suffisance que, comme le code et le guide donc, de bonne conduite de l'observateur le stipule clairement, on peut donner ces rapports à ces différents états-majors de partis politiques qui ont participé à ces élections. Mon ami Kassit est ici, on s'est concerté un peu avant d'être déployé sur le terrain. Je pense qu'on peut franchement aider les acteurs politiques à sortir de cette impasse que nous vivons actuellement. C'est un peu regrettable, mais il faut le dire. Vous voulez réagir? Pour ma part, je voudrais dire que pour cette élection présidentielle, pas moins de 3000 observateurs nationaux ont été déployés, aux côtés des 26 missions d'observation internationale. Maintenant, par rapport à l'attitude, à la réaction de certains candidats à l'issue des résultats, je voudrais profiter pour dire qu'un bureau de vote est représentatif des forces politiques du moment. Aussi bien de la majorité, ils sont 2. Aussi bien de l'opposition, ils sont 2. Aussi bien des partis politiques extra-parlementaires représentés à la CENI, ils sont 1. Et un représentant de l'administration. Premier niveau. Et comme Dr Kodom l'a dit, en plus de cette composition plurielle des bureaux de vote, les délégués des bureaux des candidats ont toute l'attitude pour assister à l'ensemble des opérations électorales. Donc, une journée de vote, ça ne se fait pas en catimini, ça se fait publiquement. Nous aurons l'occasion de revenir peut-être en détail sur les différents points. Mais alors pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi vous avez le 17 février retiré l'accréditation à l'association Concertation nationale de la société civile? Et là, je vous cite dans votre communiqué, vous dites que cette association est en train de s'apprêter à mener une activité d'ingérence dans le processus électoral à des fins ignorées.
ce qui est bien contraire à l'objectif pour lequel elle a été accréditée. Pourquoi de la peur comme ça? Madame, je crois que les élections sont faites pour apporter la paix, consolider le développement dans un pays. Vous pensiez que c'est... Et on ne se lève pas un beau matin pour observer les élections parce qu'on est une organisation de la société civile. Je l'ai dit tantôt, il y a des critères. Alors, quand on vous accrédite sur la base des critères rendus publics dont vous avez pris connaissance, et après coup, on s'aperçoit que vous êtes dans une démarche qui sort, j'allais dire, de votre cahier de charge, vous pensez que la CENI devrait rester dans une posture attentiste? Je ne crois pas. Mais quelle démarche qui sort du cadre, justement? Sur le sujet, Madame Sylvie, la communication a été abondante. Le gouvernement, qui détient l'agenda politique du pays, s'est prononcé là-dessus à suffisance. Et je crois que l'opinion est largement fixée sur ce qui a conduit au retrait de cette accréditation. Comment voulez-vous qu'on reste indifférent face à une association qui a reçu une accréditation en bonne et due forme? Parce que, au demeurant, elle avait satisfait aux critères. Mais après coup, on découvre qu'il y a une certaine expertise qu'elle attendrait, laquelle expertise n'était pas déclarée. Mais si les organisations de la société civile prônent la transparence, il me semble que la plus simple des choses, c'est d'être soi-même transparent. Et donc, madame, il y avait des raisons suffisantes pour que cette accréditation soit retirée. Mais ceci étant, je vous ai dit, ce n'est pas parce que la concertation nationale de la société civile n'a pas pu déplacer ses observateurs que les 3000 autres observateurs nationaux, plus ceux des 26 missions d'observation internationale, ont pu faire qui ne va pas être apprécié. Donc, mais vous ne pensez pas, les uns et les autres, que c'est quand même un acte symbolique de retirer une accréditation quelques jours avant le vote? Non, je crois que le NDI s'était retiré lui-même du Togo dans le passé. Lorsqu'il y avait eu 500 000 cartes d'électeurs supplémentaires qu'on lui a affirmé. Donc, pour cela, il n'y a rien de nouveau sous le soleil togolais. Je voudrais dire que souvent, je donne mes opinions parce que moi, je suis formé comme philosophe. Donc, je travaille comme philosophe. Je pense que le Togo a assez dépensé d'argent pour faire des mises en scène comme ça. En 2025, il serait bon que nous fassions un seul référendum, République ou Royaume, et on met fin à toutes ces dépenses-là. Comme ça, on pourra bitumer toutes les routes de Lomé, les rues, donner de l'eau à la population, construire des dispensaires avec des IRM, tout ce qu'il faut, parce que ce n'est pas la peine. Dans 2 mois, nous aurons 60 ans d'indépendance. On ne peut pas passer quand même toute l'éternité à se quereller sur les élections. Donc, lorsque vous voyez les gens alignés dans les écoles, tout ça, après, c'est dans les ordinateurs que ça se passe. Or, l'ordinateur est une chasse gardée de la CENI. Il n'y a que la CENI qui y pénètre, etc. Je ne sais pas ce que le NDI apporterait à CNSC parce qu'ils avaient observé avec Gorée Institute. Dans le passé, il ne s'est rien passé. Je ne sais pas ce que NDI a fait pour cette fois-ci, pour qu'on ne les accrédite pas. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Je dis que au lieu de dépenser des milliards tous les 5 ans pour des élections, même pour les locales, il y a eu des problèmes. Alors que les locales, c'est pour permettre à la population de se prendre en charge. Pourquoi on doit encore se chamailler là-bas? Donc, Royaume ou République du Togo, un point trait, c'est mon opinion. Ça n'engage pas le Conseil. Oui. En fait, je voulais rebondir rapidement avant que le commissaire de la CENI ne prenne la parole. En réalité, par rapport au retrait de l'accréditation de nos collègues de la CNSC, nous sommes prononcés là-dessus, nous le déplorons cela et nous nous demandons si les décisions prises par la CENI en ce moment-là, c'était une décision sans appel. Elles auraient pu, au regard du contexte, en voulant donner parce qu'il y va de toute la crédibilité aussi du scrutin, de la transparence. Il fallait jouer sur les 2 tableaux et voir dans quelle mesure ce ne serait pas une décision sans appel, mais une décision qui pouvait donner lieu à des échanges, des actions qui peuvent régulariser des choses. Parce qu'en réalité, à ce qu'on a
cru savoir, le NDN arrivait pour aider les collègues de la CNSC selon ce qu'on a cru savoir. Et alors que le matériel était bloqué. Une fois que le gouvernement, comme l'a dit monsieur de la CENI, a les moyens de pouvoir bloquer le matériel, a les moyens de pouvoir contrôler un certain nombre de choses, il fallait, à notre humble avis, trouver un consensus avec la CNSC qui avait déjà l'accréditation, avait déjà commencé à déployer, même bien avant nous, leurs observateurs sur le terrain, leur donner cette possibilité de se reprendre s'il y a des choses à corriger pour pouvoir avancer. Ça aurait donné, à mon sens, parce que c'est vrai, 3000 ont été déployés, mais à notre humble avis, on avait besoin de plus de personnes à déployer sur le terrain. Parce que les 3000 n'ont pas pu déployer sur l'ensemble du territoire. Ensuite, la CNSC a une longue expérience en matière d'observation électorale qu'il ne faut pas occulter dans ce genre de processus. Enfin, je voulais rebondir sur une réaction du docteur Kodom qui disait que les partis politiques avaient leur rôle à jouer. Effectivement, nous l'avons toujours dit. Nous déplorons le manque d'humilité à certains moments de tout ce processus avant même les élections qui aurait pu permettre qu'un certain nombre de réformes soient faites, etc., pour le bien du pays. Mais en même temps, ils devaient prendre leurs responsabilités en ayant des délégués dans chaque bureau de vote. Et nous, faisant notre part, chaque acteur ferait sa part pour qu'à la fin, nous tous, on puisse accepter librement les résultats qui seront prononcés à la CENI, ou du moins avoir les moyens sérieux de contestation devant la Cour constitutionnelle. Moi, vous voulez réagir? Oui, Madame Sylvie. Bon, je voudrais juste dire, il faut détendre un peu, un peu sourire. Comme le professeur Kokoumi dit, il faut qu'on fasse un référendum. Oui. Bon, il sait très bien. C'est une opinion. La forme républicaine ne peut faire l'objet d'un tel exercice. Mais revenant à l'essentiel de notre émission ce soir, je voudrais juste rappeler très rapidement que dans un bureau de vote, tout se passe dans la plus grande transparence. Donc, à commencer par l'acte de vote. C'est devant l'ensemble des membres du bureau de vote que ça se passe. Ensuite, quand c'est fini, pour faire le dépouillement, le code électoral, en ses articles 98-99, prescrit qu'il s'agit d'un dépouillement public. Et que les PV sont aussitôt rédigés. Les délégués des candidats sont invités à contresigner ces PV, le cas échéant, à faire valoir leurs observations, réclamations. Voici ce qui se passe dans le bureau de vote. Après, les exemplaires des PV sont établis en deux. Le premier, est transmis au président de la CELI ou de la CAI par le président et le rapporteur du bureau de vote. Le second exemplaire est transmis à la CENI, au bureau de la CENI, par les moyens les plus sûrs et sécurisés. C'est au vu de ces procès-verbaux reçus que les CENI font la compilation tout à fait publique des résultats en vue de leur publication et affichage. Après, au niveau de la CENI, nous avons au maximum 6 jours pour faire le travail. Mais quand l'efficacité est au rendez-vous, on boucle ce travail dès lors que les PV sont accessibles et disponibles. Donc, en gros, il n'y a pas la moindre zone d'ombre dans tout ce qui se passe. La posture qui est la mienne en tant que membre de la CENI m'amène à insister sur l'environnement du vote plutôt que toute autre considération. Bien, je voudrais ajouter que moi, je n'accorde aucune crédibilité ni à la CEDEAO, ni à l'Union africaine. Tout ce qu'on cite là, c'est nul et non avenu. Parce que tout cela devait aider le Togo en 2018. Ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont sorti une date là, d'un chapeau, et puis ça s'est embriqué. Maintenant, on revient. Non, c'est pas bon. Hein. Bon, maintenant, moi je suis un simple citoyen. Je ne peux pas forcer le Togo à changer de comportement. Justement, ce que je vous propose là, c'est de suivre notre deuxième sujet qui montre justement en action les membres, certains membres des missions d'observation. Dès le lendemain de la proclamation des résultats du scrutin, l'ensemble des missions d'observation ont fait part à la presse de leurs conclusions et recommandations.
Tous unanimes, l'élection s'est passée dans le calme et la sérénité, que ce soit dans la phase d'ouverture, dans la phase du déroulement du vote, comme dans la phase du dépouillement. Objectif atteint dans un contexte apaisé. Les élections présidentielles de la République du Togo se déroulent dans un contexte de réforme politique et institutionnelle ayant conduit à l'adoption d'un nouveau texte constitutionnel le 8 mai 2019. Le Togo a adopté notamment la limitation du nombre de mandats ainsi que l'organisation d'un scrutin à 2 tours. Ces réformes répondent aux vœux de la classe politique, de la société civile, de la communauté internationale, de l'Union africaine, notre organisation commune, et des organisations régionales africaines favorables à un processus électoral inclusif, démocratique, ouvert, consensuel, dans un contexte apaisé et de stabilité. L'élection présidentielle du 22 février 2020 a été organisée dans des conditions de transparence et de crédibilité appréciables. La mission du Conseil de l'Entente recommande 1. à tous les candidats de recourir exclusivement aux voies légales prévues par les textes relatifs au contentieux électoral en cas de réclamation ou de contestation de résultats. 2. aux acteurs politiques ainsi que leurs partisans et sympathisants à attendre dans le calme la proclamation des résultats définitifs de l'élection par la Cour constitutionnelle. Le scrutin pour nous il est transparent parce que depuis l'ouverture du bureau jusqu'au dépouillement, les représentants de certains candidats, tous les candidats n'étaient pas représentés, mais les représentants de certains candidats étaient là, je ne veux pas les citer. Ils étaient là, ils ont suivi tout le processus. Et avec nous, ils ont convenu qu'il n'y avait pas de quoi, qu'ils n'ont pas eu de réclamation au moment de l'adressage des PV et à la remise des PV. Donc nous pouvons dire que cela au moins, c'est transparent parce que c'est ce que nous avons vu. Sur la clôture et le dépouillement, notre mission a constaté que 92% des bureaux de vote observés ont clôturé à l'heure légale, c'est-à-dire à 16 heures. Les 8% restants ont accusé un retard d'environ 15 minutes. Le dépouillement et l'affichage des résultats ont été publics et conformes à la loi électorale. La présence des missions d'observation contribue à la construction de la paix. Les équipes présentes sur le terrain se répartissent sur l'ensemble du territoire avec comme première préoccupation d'avoir un panel représentatif permettant une évaluation juste du déroulement de l'élection. Alors, on voit bien avec ce reportage que les missions d'observation ont insisté sur un scrutin calme, apaisé, serein. Mais est-ce que c'est une garantie d'un scrutin transparent ? Monsieur Magloire a déjà réagi en amont. Oui, d'habitude, en philosophie, nous avons la théorie et la pratique. Je crois que le Togo a eu le syndrome de la République de RDC, parce que j'ai cru entendre qu'on devait donner les résultats le soir du lundi autour de 20h. Et nous avons eu, par extraordinaire, ces résultats qui sont arrivés dans la nuit de dimanche. Est-ce que les missions des observateurs peuvent expliquer ce délai ? Est-ce que ça leur semble cohérent ? Alors, ce qui est intéressant dans cet exercice, à mon humble avis, d'abord, je suis un observateur de l'Union africaine et donc j'ai une expérience de l'observation à l'international. Il faut être assez précis. L'observation, il y a les observateurs de long séjour, court séjour, les observateurs nationaux, internationaux. Et donc, ce que nous faisons, généralement, c'est l'observation à court terme. C'est-à-dire, c'est le jour J, le jour des élections, que nous allons sur le terrain. On constate que les bureaux de vote sont ouverts, les électeurs sont alignés, l'urne et l'isoloir donc sont là dans la salle et le circuit de l'électeur est respecté. Et ça, lorsque nous assistons à cet exercice, nous attendons jusqu'à la fermeture donc, du bureau de vote. On constate que le dépouillement est fait publiquement où certains
membres du bureau de vote se permettent même de montrer au grand public dehors, voilà, c'est tel candidat, est-ce que c'est bon? Ils disent oui, ils acclament. Quelquefois, pour nous, observateurs, on se dit que le processus est transparent. Vous comprenez? C'est cet exercice qu'il faut qu'il est question. Ce qui se passe après. Je passe, s'il vous plaît, après. Ce qui se passe après, ce n'est plus du ressort des observateurs. Monsieur Kokovi, oui. Ça, je veux, vous savez, lorsque vous êtes un philosophe, oui. Et lorsque vous êtes devant des intellectuels, oui. des compatriotes, des gens qui connaissent le terrain, j'ai l'impression seulement qu'on se dise une certaine forme de vérité. Oui. Vous étiez à Lomé certainement. Vous avez sillonné le bureau de vote à Lomé. Je n'ai sillonné aucun bureau. J'ai voté réglementairement. L'encre n'a même pas encore disparu. Exactement. Parce que je n'avais aucune confiance ni dans la préparation en amont. Je vous dis que depuis 2018, les dés étaient pipés. Ça ne s'est pas passé convenablement. Non, moi, ce n'est pas une critique. C'est pour vous dire simplement, bon, vous n'avez pas sillonné. Cela veut dire que les bureaux de vote sont à Lomé. Il y a trois dans mon quartier. Ceux-là, je les ai sillonnés. Vous l'avez sillonné, voilà. Oui. Il fallait dire que vous avez sillonné. Vous avez dit que vous avez voté, vous êtes parti. Vous avez menti un peu. Bon, donc, vous avez sillonné 3 bureaux de vote. Vous avez les résultats de ces 3 centres, par exemple. Vous pouvez en âme et conscience dire qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 centres. Il ne s'est rien passé. Pourquoi vous voulez que je dise que ça s'est bien passé? Mais moi, il y a une chose. Je voulais rebondir un peu et dire que parfois, ce n'est pas méconnaissance du rôle des mandats des institutions, des commissions, dans le cas présent des observateurs. Ce n'est pas méconnaissance ou ignorance de leur rôle, de leur mandat, que nous attendons d'eux parfois certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Je vais prendre l'exemple banal sur ce que je dis souvent, c'est la CVGR. On reprochait souvent à la CVGR, elle devait faire ci, elle devait faire ça, alors que la CVGR avait un mandat précis. Les observateurs internationaux ont un mandat précis. Ils sont accrédités à travers le ministère des Affaires étrangères, si je me trompe, mais dans leur mandat, ils ont un certain nombre de choses à faire. Ils ne sont pas censés faire la compilation des résultats. Jamais. Nous, d'ailleurs, nous n'avons pas fait la compilation. Nous l'avons même dit dans notre communiqué que nous avons sorti il y a 2 jours, que nous avons, notre rôle, nous avions fait pour que le respect des droits de l'homme dans son ensemble, l'état de droit soit respecté, c'est-à-dire les différentes phases soient respectées. Ensuite, que la prévention des conflits, c'est-à-dire tout faire pour que l'alerte précoce puisse permettre d'éviter les conflits et d'éviter les violations des droits de l'homme. Donc, c'est ce que nous avons fait sur le terrain. Mais nous n'avons pas compilé les résultats. Ce qui fait qu'on peut observer dans un bureau de vote un résultat palpable, mais on ne peut pas, à la fin, dire nous avons pu avoir les résultats de tous les bureaux de vote et que nous avons mis ensemble, voilà le résultat qui devait être proclamé. Et ça, ce n'est pas dans le mandat des différentes missions d'observation, à moins que je me trompe. Et alors, personne, aucun pays ne dit cela. Voilà. Et alors, à mon humble avis, nous ne devons pas nous les taxer de partisans ou de ne pas faire leur rôle. Je pense que la CEDEAO, par exemple, avait déjà en amont, depuis avant même que les élections ne se fassent, il y avait une crise, la CEDEAO s'est impliquée. Il y a eu plusieurs débats autour de son rôle, de ne pas pouvoir faire un certain nombre d'actions pour faire changer les choses, etc. Tout en oubliant qu'avant tout, le jeu se passe entre les Togolais, dans tous les pays, et que s'il y a crise majeure, et nous ne le souhaitons pas, la CEDEAO ou d'autres institutions s'ingèrent dans les processus. Mais quand les crises sont telles qu'elles sont, où elles doivent venir accompagner, aider, elles ont des mandats clairs. Et donc, il faut chaque fois essayer de voir dans toute situation quel est le mandat de celui qui vient pour exercer dans telle ou telle situation, pour savoir après comment le juger. Parce que si on juge les gens au-delà de leur mandat, on les juge mal. Donc, ce que vous êtes en train d'expliquer à nos téléspectateurs, c'est que le mandat de la mission d'observation s'arrête avec la fin du dépouillement. C'est ça, oui. En réalité. Non, quelquefois, ça va à la proclamation, mais ça dépend des types de missions. Si c'est une mission de longue durée, ça commence par l'affichage des listes électorales jusqu'à la proclamation. Ce que les pays africains n'aiment pas beaucoup, parce qu'il se passe beaucoup de choses. On enrôle des écoliers, des choses comme ça. Mais
Dans aucun pays, aucun observateur n'a le rôle de proclamer les résultats. Ça, tout à fait. Il ne faut pas tromper le peuple. Ce n'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Est-ce qu'avant, il y avait des sacs où les gens ne devaient pas jeter les bulletins uniques qu'ils n'ont pas utilisés, etc. Aujourd'hui, bon, maintenant, est-ce que les Africains veulent qu'on mette des caméras dans les bureaux de vote un jour? Parce que c'est la même chose qu'on dit tout le temps. Mais par exemple... Madame Sylvie, moi je voudrais rebondir à un certain nombre de préoccupations. Hein. C'est-à-dire que quand j'entends le professeur Magloire réagir au propos des missions d'observation électorale, je me dis il faut qu'on soit plus pertinent, je m'excuse de le dire ainsi. Et moi, en tant que membre de la CENI, ça me réconforte plutôt. Parce que tout ce qu'on essaye de dire au sujet du déroulement du processus qui a conduit à la proclamation des résultats provisoires par la CENI, eh bien tout ça là, dans l'ensemble, n'est basé sur aucun élément objectif. Donc, je voudrais, pour poursuivre, dire, et ça, Dr Kodom l'a souligné aussi, dans le bureau de vote, tout est transparent. Jusqu'à l'entrée du bureau, au bureau de vote de l'électeur, jusqu'à ce qu'on vérifie son identité, qu'il prenne le bulletin, qu'il aille dans l'isoloir, qu'il vienne mettre, et qu'à la fin qu'on dépouille, c'est devant ceux qui sont habilités à y être. Membres du bureau de vote, délégués, observateurs. Et les délégués, je précise, reçoivent copie des procès verbaux. Maintenant, à la CENI, vous dites, est-ce qu'il n'y a pas eu le syndrome congolais pour qu'on proclame les résultats avant terme? Non, pas avant terme. Avant terme. Oui, c'est avant terme, puisque vous aviez dit lundi autour de 20h. Ou bien, vous n'avez pas entendu ça? J'avais entendu, j'étais... Non, mais on est tous Togolais. Je vous dis que j'ai voté. Professeur, oui. La CENI a promis faire diligence pour proclamer les résultats au plus tard le 24. Au plus tard, c'est ça. Oui, au plus tard, ça veut dire ça. Au plus tard. Mais au plus tôt, nous étions prêts. Qu'est-ce qu'il fallait attendre? Non, je ne dis pas que vous n'avez pas promis proclamer les résultats. Je pense que le débat n'est pas là, hein. La phrase est bien dite. Bon, je vous dis que nous avons trois modalités. Il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je voulais dire aussi, une seconde, ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, revenant toujours sur les missions d'observation, toutes les missions disent il faut suivre que les bureaux de vote ou XX observés. Donc, la question, c'est de savoir. J'ai observé, vous, par exemple, vous avez observé 3. Oui. Peut-être que la mission de la CEDEAO a observé 30, 50, 60. Donc, ils n'ont pas donné le nombre. Donc, vous ne pouvez pas, ou bien on ne peut pas les juger au-delà de ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils ont dit observer. Le nombre de bureaux de vote que j'ai observé, voilà ce que j'ai pu remarquer. Je crois que je ne me suis pas bien exprimé. Je vous dis que l'Union africaine, la CEDEAO et tous ceux qui sont venus observer le 22 février avaient failli à leur mission en 2018. C'est ça le fondement de ma non-crédibilité de leur action. C'est tout. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas... Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent faire. Hein? Nous sommes quand même en 2020, nous ne sommes pas en 1960. Il y a eu des actes aussi que la CENI a posés, notamment le retrait du programme Sincère, hein, qui permettait un comptage électronique. On n'a pas beaucoup entendu aussi. Je voulais rebondir un tout petit peu. Alors, pour moi, il faut peut-être féliciter. On reste dans le scénario optimiste. Par le passé, on met 6 jours pour proclamer les résultats. Et je peux vous assurer que les Togolais qui étaient nés en 2005, aujourd'hui ont 15 ans. Et ceux qui étaient nés en 2000 ont 20 ans, ils ont voté. Et donc, le jeu démocratique dans le subconscient du Togolais commence à s'enraciner. Les gens ont envie que les choses changent, les choses évoluent. Et le changement, justement, je pense qu'on peut l'observer au niveau de la compilation des résultats, au niveau de la rapidité de la proclamation des résultats, parce qu'on allait attendre encore 6 jours, 10 jours ici, on allait dire que la CENI est incapable pour ce petit pays de 3 millions d'électeurs qu'on ne puisse pas compiler toutes ces données. Pour ma petite expérience, j'ai l'habitude de sillonner le Togo au moins 5 fois, de 5 ans jusqu'à Ného, 4 fois, 5 fois dans l'année. Le Togo n'est pas petit.
Mais certains ont considéré que le délai était trop court et que, pour moi, et que le certaines délai est régions court. Le délai est certes court, mais il faut s'en féliciter et s'assurer que ce qui a été proclamé est juste. Pour moi, c'est là que ça se joue. Vous savez, professeur, pour moi, si le délai est court et c'est bien fait, il faut s'en féliciter. Mais donc, Madame Sylvie, je crois que c'est quand même surprenant qu'on reproche à la CENI sa diligence. Ils ont trouvé le délai un peu court par rapport au rapatriement des PV. Non, des dispositions ont été prises pour que nous puissions avoir, dans les bonnes conditions requises, les PV. Dès cet instant, ça veut dire que vous avez reçu les PV dès le samedi soir? Madame, les CENI qui ont pu finir à temps, au petit matin, nous font parvenir les documents. Et donc, c'est sur cette base... Au petit matin, au dimanche matin. Je dis, c'est sur cette base, nous avons fait le recensement général du vote pour proclamer les résultats provisoires. Et il aurait suffi que nous traînions un peu, que les gens fassent enfler des rumeurs qui vont discréditer le processus électoral. C'est ça. Voilà. Donc, je ne comprends pas que la diligence de la CENI soit un souci. Moi, je pense, à mon humble avis, que tout est une question de confiance dans les institutions qui se pose encore. Parce qu'en réalité, si le résultat avait traîné à être proclamé, d'aucuns diront la CENI est en train de... etc. Proclamer plus tôt, il y a toujours des problèmes. En fait, au final, c'est la confiance dans les institutions de la République qui pose problème. Et alors, il faut se poser la question de savoir si tout a été fait en amont pour que cette confiance soit effective. Parce qu'aujourd'hui, je sais, pour être Togolais, on est là, on est dans le jeu depuis un bon moment. Si ça avait traîné, on aurait eu la même réaction si les résultats sont proclamés au final. Donc, c'est de voir quelle est la confiance que les gens ont dans les... Et je voulais rebondir en même temps en disant que le professeur, à mon humble avis, à moins que je me trompe, est quelque part aussi le porte-voix d'une frange de la population qui n'a pas confiance dans l'institution. Et donc, quand on n'a pas confiance, quels que soient les résultats, si ça ne reflète pas, au final, ce que l'on souhaiterait, il y a de fortes chances qu'on dise qu'on n'est pas d'accord, etc., et qu'il y ait des contestations. Ça aussi, c'est un travail qui devait être fait en amont. C'est pourquoi je disais d'entrée que, en réalité, les cris d'alarme que nous mettions au début pour que on soit sûr que tout autour du processus soit bien huilé avant d'aller aux élections était important à prendre en compte. Mais est-ce que vous pensez justement que vous avez lancé un mot-clé qui est le mot confiance? Est-ce que les missions d'observation, finalement, il y a une rupture avec l'électorat et que la confiance n'est plus mise dans les missions d'observation? Et si cette confiance est ternie, qu'est-ce qui peut être fait? Non, il suffit de faire les statistiques sur les recommandations. Pourquoi l'Union européenne n'est pas revenue? Alors, nous allons voir en deuxième partie de l'émission les recommandations de l'Union africaine. Confiance pour confiance, allons-y. Lors de leur déclaration de presse, ils ont évoqué 11 points. Nous ne les verrons pas tous. Nous verrons s'ils étaient pertinents ou pas. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Ça, nous le verrons par la suite. D'accord. Mais voilà. Cette confiance, cette rupture de confiance, comment instaurer cette confiance? Alors pour moi... Ou est-ce que c'était un échec aussi de votre part? Est-ce que vous en sentez un sentiment d'échec par rapport au rapport de confiance? Je n'ai pas en toute humilité ce sentiment d'échec. Pourquoi? Non, pas du tout. La CENI a pris à bras le corps sa mission et s'est investie à organiser chacune des phases du processus électoral dans la plus grande transparence. Je ne le dirai jamais assez, que ce soit la composition de la CENI elle-même. Elle est assez représentative. Elle a été contestée quand même. Madame, une élection repose sur un cadre électoral en vigueur. Voyez-vous, le 6 novembre, par exemple, le code électoral a été modifié pour prendre en compte le vote des Togolais de l'extérieur. La CENI a pris les dispositions pour organiser un tel scrutin. Et donc, que certains politiques ou formations politiques critiquent la CENI, c'est peut-être leur droit. Mais je dis que notre institution est assez représentative des forces politiques en présence.
représentant la majorité, représentant l'opposition parlementaire, représentant l'opposition extra-parlementaire. Et au niveau des démembrements de la CENI, c'est pareil. Et donc, c'est quand même parfois surprenant, je le dis encore avec beaucoup d'humilité, les agitations qu'on constate quand les résultats sont proclamés. Et parfois, les supputations qui nous reviennent sur de soi-disant tripatouilles de PV. Je ne comprends pas comment la CENI pourrait-elle prendre le risque d'échanger des PV déjà affichés dans les bureaux de vote, affichés au siège des CELI, affichés au siège des CAI, Commission électorale d'ambassade indépendante, et lesquels ont été remis aux délégués. Donc, moi, je crois qu'il y a un travail de fond que les acteurs politiques doivent faire. Mais en tant que membre de la CENI, là n'est pas ma principale préoccupation, mais en ce qui concerne l'information des parties prenantes, en ce qui concerne la mobilisation des parties prenantes, je crois que là, la CENI a des rôles clés à jouer et il me semble que nous faisons de notre mieux pour asseoir la transparence. Maintenant, l'acceptation des résultats. Mais est-ce que la transparence, la notion de transparence est juste synonyme de calme, apaisement, sérénité? Est-ce que finalement, il n'y a pas une certaine lassitude des électeurs? Est-ce que vous l'avez senti sur le terrain? Sur le terrain... Vous sentez quand même quand vous êtes sur le terrain des tendances? Sur le terrain, ce que nous avons constaté le 22 février, c'est que d'abord, autour de midi, il y avait tout un calme, une sérénité. C'est-à-dire les gens étaient confiants et pour nous, c'était un signal quand même très fort pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens étaient plus confiants, il n'y avait pas de suspicion, les électeurs allaient voter, ils étaient là sous les arbres en attendant le dépouillement. Pour moi, vous savez, dans la vie d'une nation, c'est tout un cheminement, le processus démocratique. Même aux États-Unis, le camp démocrate a eu des problèmes électroniques lors de leur primaire. Vous comprenez? Moi, ce que je voulais dire ici, c'est que nous sommes une organisation de la société civile beaucoup plus orientée vers la santé, l'éducation. Mais nous faisons un peu de la citoyenneté active. Je me suis retrouvé dans l'observation à l'international avec le statut à l'ECOSOC. Mais aujourd'hui, on a voulu voir ce qui se passe sur le terrain. Nos amis de Cassis sont là, c'est des gens crédibles. J'ai eu à l'écrire sur une plateforme. Là où M. Ghislain est, il ne peut pas mentir sur ce qu'il a vu. Donc il nous revient, nous, aujourd'hui, d'aider les politiques en tant qu'acteurs pour le bien donc, de notre pays. Okay. Nous arrivons au terme de notre première partie. Nous revenons juste après le journal.